Bien, bonjour, je vous propose de commencer. Bienvenue à cette cinquième leçon de ce cycle sur le microbiote. J'avais décidé pour cette cinquième leçon en fait, de faire une espèce de résumé des épisodes précédents et d'essayer de mettre tout ça ensemble de façon, si possible, un petit peu cohérente sous le terme de dysbiose. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on peut arriver, sur la base de tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent, et en particulier, bien entendu, pour le versant pathologique, à chaque fois on est allé de l'homéostasie, de la normalité, de la santé à la pathologie, à la maladie, est-ce qu'on peut commencer à partir de tout ça à dégager un concept, qui est le concept de dysbiose, qui serait le concept sur lequel on établirait finalement un peu un nouveau paradigme, qui est celui que des déséquilibres de flore microbienne, on va bien entendu parler de la flore digestive qui arrive très très peu par ailleurs pour l'instant dans la littérature, pourraient causer en elle-même des maladies et d'être considérées donc comme une nouvelle entité. Donc c'est autour de ça qu'on va essayer de réfléchir. En fait, ça pourrait presque être une réflexion collective et amener un certain nombre de questions et un échange comme on essaye de le faire d'habitude, avec des propositions à la fin. Donc cette première partie sera, comme chaque fois, une sorte de résumé et de généralité, en posant un certain nombre de questions, en introduisant un certain nombre de sujets, certains éventuellement nouveaux. Puis la deuxième partie sera prise en charge par le docteur Mathias Chamaillard, je le présenterai tout à l'heure, qui nous parlera pour résumer, dysbiose et cancer, bien sûr cancer du côlon, et vous montrera jusqu'à quel point on peut pousser les choses sur le plan expérimental pour commencer à dégager ces nouveaux concepts. Donc on va commencer par finalement une espèce de réflexion sur cette notion de dysbiose qui, selon l'étymologie grecque, vous dit bien ce qu'elle veut dire, c'est une anomalie d'équilibre d'un système biologique. En l'occurrence, ce système biologique, ce n'est pas nos organes à nous, mais c'est cet organe extérieur, internalisé, qu'on a déjà beaucoup discuté, qui est la flore microbienne, et en particulier la flore microbienne intestinale. La première notion, et ça on en a discuté jusqu'à présent, c'était plus pour essayer d'envelopper ça dans une idée un petit peu générale, c'est qu'au fond, le microbiote intestinal, c'est un organe, on l'a dit, parce qu'il a des possibilités, des capacités métaboliques très très importantes. On a dit que ça avait à peu près la capacité métabolique du foie, mais finalement se faire à l'idée que c'est un peu un organe intégrateur. Donc, au fond, d'abord, on a bien vu, et on le reverra la prochaine fois, la symbiose microbiote intestinal en particulier et autres va au-delà des effets locaux sur le tractus gastro-intestinal et induit des effets systémiques. On a vu métabolisme, nutritionnel, l'obésité, immunologique, des effets à la périphérie à la fois en matière d'homéostasie et de pathologie. Et on verra la prochaine fois que les frontières peuvent même être repoussées un petit peu et parfois beaucoup plus loin. Mais en fait, on peut presque, pour voir les choses un petit peu différemment, prendre justement le microbiote comme une structure, un organe intégratif à la fois de paramètres individuels, c'est-à-dire la génétique, le comportement individuel qui peut éventuellement affecter la composition de ce microbiote, mais aussi des paramètres environnementaux, bien entendu le régime alimentaire, l'irruption d'un micro-organisme nouveau ou pathogène qui peut déstabiliser cet équilibre, les xénobiotiques, des substances toxiques, la prise de médicaments, on a vu les antibiotiques, mais ça peut être d'autres. D'ailleurs, on parlera la semaine prochaine dans ces frontières nouvelles du microbiote, du rôle du microbiote dans la métabolisation et la biodisponibilité d'un certain nombre de médicaments. Donc, ce processus, il intègre tous ces paramètres, ce système intègre tous ces paramètres et finalement les transcrit en des signaux qui vont assurer ce dialogue moléculaire, ce crosstalk avec l'épithélium intestinal et, comme on l'a dit, au-delà. Donc, il est important, si on veut commencer à réfléchir à cette notion de dysbiose, d'essayer de connaître au maximum finalement les mécanismes de régulation et d'équilibre de ce microbiote en fonction de ces paramètres qui peuvent être à la fois individuels et environnementaux,
et étendre ça éventuellement. On en a parlé rapidement. C'est un thème qui émerge à l'heure actuelle au rôle, par exemple, des bactériophages dans le maintien de ces équilibres. Tout ça, ce sont des éléments qui sont en train d'apparaître à l'heure actuelle. L'autre élément important, au-delà de cet aspect intégrateur, c'est le fait qu'on arrive, si véritablement on rentre dans ce concept de dysbiose, à voir vraiment l'interface microbe-hôte sous un angle totalement différent de l'angle sous lequel on le voyait jusqu'à présent. On reste finalement très influencé dans notre vision, on en a déjà parlé, de l'interface homme, disons microbe, par la vision pasteurienne, par la vision de corps, par la vision des personnalités de leurs écoles, y compris les immunologistes, comme von Behring et Ehrlich, par exemple. Tout ça, ce sont des gens, et nous-mêmes, on a été un peu formés à cette école, un microbe, un pathogène, une cellule, un hôte et une maladie. C'est la notion qui a été brillamment résumée par les postulats de corps. Au fond, après tout ce qu'on a dit ces dernières semaines et ce qu'on va dire aujourd'hui, les choses prennent une tournure un petit peu différente. Et l'idée, au fond, c'est que l'interface pathogène, stricto sensu hôte, ça n'est qu'un sous-ensemble d'un ensemble beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, qui est l'ensemble des interactions entre nous en tant qu'hôtes ou d'autres animaux, des mammifères, voire d'autres phyla, et l'environnement microbien auquel ils sont exposés. C'est important finalement d'ouvrir ce nouvel angle parce que, au fond, notre quotidien, encore une fois, c'est l'interface avec cette microbiologie environnementale, ce n'est pas l'interface spécifiquement avec des microbes pathogènes. Donc quand on arrive à ouvrir un petit peu cette fenêtre, ce qui change d'ailleurs un petit peu la façon d'ailleurs de poser les questions, y compris au laboratoire, la manière dont on s'interroge et dont on essaye de résoudre un certain nombre de problèmes, on s'aperçoit qu'il va falloir voir le microbe maintenant au pluriel et finalement considérer cette dysbiose soit comme, encore une fois, la survenue de paramètres personnels ou environnementaux qui vont modifier cet équilibre et qui font qu'à un moment, cet équilibre va passer un seuil et au-delà de ce seuil, éventuellement, on va commencer à avoir un microbiote qui commence à avoir des effets. Et en l'occurrence, vu le terme de dysbiose, des effets négatifs, c'est plutôt ça qui nous intéresse. Il faudra aussi s'intéresser un de ces jours aux déséquilibres qui vont amener éventuellement des effets positifs. Ça, on en reparlera. Mais ça peut être aussi un effet secondaire. Il est possible effectivement que l'individu, du fait de son statut génétique, modèle sa flore par des problèmes, par exemple, de régulation de l'inflammation, on en reparlera, et finalement crée de lui-même cette flore pathogène qui va de facto donner lieu à des troubles qui vont aggraver cette situation. Donc on a une espèce de système qui finalement est peut-être complexe, mais qui est la réalité à laquelle il faut s'attaquer, surtout que les maladies qui sont éventuellement en aval de ces dysbioses sont quand même des maladies importantes. On a parlé des maladies allergiques, on en reparlera la semaine prochaine, en particulier avec Jean-François Bach. On va parler des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, voire du cancer, en particulier avec Mathias, de l'obésité. Donc on n'est pas dans des choses bénignes et on n'est pas dans des choses rares, on est vraiment dans la pathologie courante. Et au fond, c'est peut-être ce qui fait un peu l'intérêt actuel de l'étude de ces flores complexes, c'est le fait qu'on n'est pas simplement en train d'étudier une maladie infectieuse donnée, dont l'incidence ou la prévalence peut être finalement assez faible, mais on est en train d'étudier quelque chose qui vraiment nous concerne tous à un moment donné. Donc dans ce contexte, on remplace au fond la notion de pathogène unique par celle d'une communauté de microbes, de micro-organismes qui représentent collectivement une entité pathogène, et c'est ça qu'on peut considérer comme étant à la source de ce concept de dysbiose. Alors, pour être toujours dans l'intestin, la dysbiose intestinale, on peut finalement la définir comme l'altération soutenue de l'équilibre normal du microbiote intestinal, avec au fond, une fois que cette désorganisation, ce déséquilibre s'est mis en place de façon stable, deux grandes possibilités. Alors, il peut toujours y en avoir entre les deux, mais disons les deux grandes possibilités. L'une, c'est
quelque chose qu'on a déjà envisagé, en particulier quand on a parlé des antibiotiques. C'est la création de ce qu'on appelle en écologie un état stable alternatif. C'est-à-dire que la flore se modifie, mais pour autant, elle n'a pas nécessairement de changement particulier dans son interface avec l'autre, c'est-à-dire que cette modification ne va pas s'exprimer, ne va pas donner lieu, disons, pour simplifier, à des symptômes. La question, c'est au fond, est-ce que ça c'est du court, du moyen ou du long terme? Est-ce que ces équilibres stables alternatifs vont rester tels quels et éventuellement être tolérés, ou est-ce que sur le long terme, c'est une porte d'entrée pour des déséquilibres progressivement plus importants et éventuellement pour des survenues de pathologies? Et avec les antibiotiques en particulier, on a dit que les choses pouvaient dépendre de l'âge. On semble que l'impact puisse être éventuellement plus important chez le très jeune que chez des personnes adultes, mais tout ça est encore une fois un monde qui est en train de se construire. Et puis l'alternative, c'est que là, on est vraiment dans le cadre de la dysbiose, c'est-à-dire d'un déséquilibre qui donne lieu à vraiment un état pathologique et qui caractérise en fait un microbiote pathogène, c'est-à-dire encore une fois, collectivement, ce microbiote déséquilibré va donner lieu à une ou à des maladies ou à des, finalement, symptômes ou anomalies de fonctionnement qui s'intègrent, on en verra un exemple, avec la stéatose hépatique dans un groupe plus large qui est celui de l'obésité et du syndrome métabolique. Donc ces déséquilibres ne sont pas nécessairement finalement pathogènes, mais bien entendu ils peuvent l'être et c'est cela qui nous intéresse et c'est cela qu'on veut essayer d'analyser et de comprendre. Alors, on arrive à finalement cette situation un peu simpliste que j'ai résumée en modifiant une proposition d'une revue de Sarkis Masmanian, qui est celle finalement d'un système où, et ça peut s'élargir à n'importe quel microbiote dans d'autres sites, on a un équilibre qui s'est instauré entre des symbiotes, disons, communs qui n'ont pas véritablement de fonction dans le système, et il y en a probablement pas mal. D'un côté, des microbes mutualistes qui sont vraiment engagés dans cette interface qui va du métabolisme à la tolérance des flores microbiennes et probablement à d'autres effets. Et puis ces pathobiotes, ou pathobiontes si on traduit directement de l'anglais, qui sont des micro-organismes, on l'a vu, on a vu SFB, on a vu éventuellement certains angles de Bacteroides fragilis, on a vu une liste jusqu'à présent de microbes qui sont au fond à la limite de la délinquance, à la périphérie là, de ce mutualisme, mais qui ont le mérite, s'ils sont contrôlés, de mettre la pression sur le système et particulièrement, on l'a vu, d'assurer la maturation du système immunitaire, l'apparition de cellules T, Th17, de ces outils finalement dont a besoin la muqueuse intestinale pour établir son immunité innée et être en position de répondre à une agression ou au fond à cette masse de microbes qu'il faut maintenir tout de même à distance respectueuse. Donc là, on est dans le tous les jours et finalement, c'est peut-être miraculeux, mais il n'y a pas de miracle, c'est la coévolution qui a créé ce miracle. On a eu du temps pour mettre tout ça au point, bien entendu. Et puis, il y a les déséquilibres. Alors, le déséquilibre simple, c'est-à-dire la rupture d'homéostasie, peut être lié, bien entendu, à des pathogènes qui arrivent là-dedans et qui pèsent vraiment lourdement sur le fléau de la balance. Mais ça peut être aussi l'installation, et c'est ça la dysbiose au fond, d'un déséquilibre entre cette valence mutualiste d'un côté et bien entendu l'augmentation de cette valence pathobiontique ou pathobiotique qui va faire qu'on est maintenant dans une situation de maladie. Si on veut un peu simplifier les choses, on est dans ce schéma, je trouve, pas très loin de l'essentiel de ce que je vais essayer de détailler ici. Alors, les schémas, c'est bien, mais ça, quand même, cache un certain nombre de réalités et de difficultés. Et il y a une difficulté dans finalement le cadre de la définition de cette dysbiose ou de ces dysbioses. La première difficulté, c'est qu'au fond, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore, je dirais, une connaissance suffisante de l'ensemble de la diversité du microbiome à l'échelle même interindividuelle, c'est-à-dire à l'échelle de la planète, de populations différentes, avec des habitudes alimentaires différentes, avec des toxiques différents. Donc on n'a pas une vision suffisamment claire de cette situation globale pour pouvoir dire ce microbiote et surtout ce microbiome, c'est-à-dire cet assemblage de gènes,
est sain ou n'est pas sain. Et il va falloir attendre encore pas mal de temps pour avoir cette espèce d'information globale. Et pourtant, si on veut véritablement pouvoir à un moment dégager ce que peut être une flore pathologique par rapport à une flore normale, il faut avoir établi les bases de cette normalité. Ces choses-là, en plus, ne pourront pas se généraliser. C'est-à-dire, quand on va caractériser un état normal, entre guillemets, pour la flore intestinale, on n'aura pas caractérisé l'état normal de la flore buccale, l'état normal de la flore cutanée, l'état normal de la flore vaginale. Donc, il va falloir répéter cet exercice pour l'ensemble de ces sites anatomiques. Et comme vous le voyez, il y a encore du pain sur la planche. Ce qui fait que finalement, on est en train d'essayer, et c'est un peu ça dans ces nouveaux concepts qui est difficile, d'établir quelque chose, de cristalliser un paradigme dans une situation qui est éminemment évolutive. Et finalement, on définit quelque chose un jour J, au J+1, il va sortir un papier qui va montrer que finalement, c'est peut-être pas si sûr que ça, et on est obligé en permanence de remballer tout et de recommencer, pas à zéro, mais tout de même d'avoir un œil très très critique sur ce qu'on a fait. Alors, si on veut simplifier un petit peu les choses, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que le premier paramètre de dysbiose, c'est la réduction de la diversité génique au sein de cette population microbienne. Et il est clair, et ça c'est connu depuis avant les grandes aventures métagénomiques récentes dont on a parlé, que beaucoup d'auteurs, vous voyez à partir même des débuts des années 2000, ont publié clairement l'association de pathologies avec une réduction très nette de la diversité des micro-organismes présents au sein de la flore, et en l'occurrence ici de la flore intestinale, allant depuis des choses dont on va parler, c'est-à-dire les maladies inflammatoires de l'intestin, l'obésité, le diabète de type 2, jusqu'à des choses un peu incroyables à l'époque, mais qui commencent tout doucement à prendre corps, et on en parlera la semaine prochaine, comme des pathologies de la maturation du système nerveux central, et en particulier l'autisme. Je dis ça pour être sûr que vous veniez, parce que quand on prend des mots magiques comme ça, on est sûr qu'on attire l'attention, et c'est vrai que c'est un domaine qui est vraiment tout à fait fascinant à l'heure actuelle. Et pour prendre un exemple très simple, je trouve que cette étude est très jolie, c'est une étude qui a regardé finalement l'index de diversité microbienne dans la flore intestinale. Donc les chiffres ici en ordonnée sont la diversité des espèces identifiées présentes. Et on s'aperçoit au fond, si on regarde trois populations, c'est ce qu'ont fait les auteurs, populations alors de tous âges, mais on va se concentrer sur la population, sur les jeunes, là, sur les 2 à 6 ans. Aux États-Unis, des Amérindiens, Amérique du Sud, et des enfants, ou en l'occurrence des individus, mais on va regarder les enfants originaires du Malawi. Si vous regardez les points, mais surtout que vous regardez ici les colonnes, la bleue pour États-Unis, la verte pour Amérindiens, la rouge pour Malawien, vous voyez cette différence très très nette dans la diversité. Les enfants aux États-Unis en particulier ont une restriction de leur diversité microbienne très très importante, et les Amérindiens ont par contre une très grande diversité, une très grande richesse qui traduit probablement, ça c'est un peu interprétatif de ma part, une différence de civilisation, une différence dans les modes alimentaires en particulier, concernant l'alimentation stérilisée, probablement hyper stérilisée, à laquelle sont exposés par exemple les enfants aux États-Unis, en Amérique du Nord et en Europe d'ailleurs, et ce que reçoit un enfant dans une condition telles qu'elles sont dans un petit village en Amérique du Sud, au fin fond de l'Amazonie par exemple. Donc on est dans quelque chose qu'on ne qualifie pas de dysbiose parce qu'on n'y relie pas immédiatement une pathologie, mais on sait bien, on en reparlera la semaine prochaine, qu'on commence, dès qu'on regarde des résultats comme ça, à être dans cette notion d'hypothèse hygiéniste et qu'un enfant peu exposé à une diversité microbienne dans les premiers mois ou dans les premières années de la vie a peut-être des chances plus importantes à terme d'être obèse, d'être asthmatique, d'être atopique. On en verra quelques exemples. Et on a là peut-être l'image à l'échelle globale d'un état de dysbiose qui n'est pas individuel, mais qui est collectif et qui est créé par des éléments civilisationnels.
Donc on est là dans quelque chose qui sont encore une fois tout à fait passionnantes. C'est du corrélatif, une fois de plus, mais ça permet éventuellement de poser des hypothèses. Alors, l'autre point important, si on veut parler de dysbiose, qui rend aussi les choses difficiles, c'est au fond, on parle de dysbiose ou on parle de dysbiome. C'est-à-dire on parle de déséquilibre dans des populations microbiennes ou on parle de déséquilibre de représentation de gènes codant pour des fonctions biologiques qui, dans ce cas-là, pourraient être présents en excès ou absents. Et là, on est dans un concept qui est un petit peu différent dans la mesure où, si on fait des études qui sont exclusivement centrées sur l'ARN CESS, on va, comme on l'a déjà discuté, essentiellement définir surtout des genres, éventuellement des espèces microbiennes. Mais à aucun moment, on ne va explorer, au fond, le potentiel métabolique ou autre de ces micro-organismes, et on sait que beaucoup d'espèces microbiennes ont énormément de variabilité. On ne parle pas de génome microbien pour une espèce, on parle maintenant de plus en plus de pangénome, parce qu'on a un génome, ce qu'on appelle un core génome, c'est-à-dire un génome central, parfois de 40-50%, et puis les 50% restants, c'est des gènes complètement différents d'une bactérie à l'autre au sein de la même espèce. Donc la notion d'espèce risque quand même de poser problème, parce qu'on peut avoir des dysbioses qu'on identifie en voyant finalement un grand déséquilibre dans la présence ou non de certains genres microbiens, mais pour autant, ça ne nous dit pas que les microbes qui sont en plus ou différents dans cette nouvelle population microbienne n'ont pas l'équipement génétique, métabolique et autres qui va compenser pour la perte des autres. Donc on est dans une notion complexe où on joue en permanence entre dysbiose et dysbiome. Et la seule façon d'avancer là-dedans, c'est bien entendu de faire du séquençage profond, c'est-à-dire d'avoir l'ensemble des gènes dans la flore donnée et de pouvoir commencer à les organiser en clusters fonctionnels sans en avoir la fonction elle-même, parce que là, on reste dans la génomique, et commencer à voir si finalement le déséquilibre il est aussi caricatural, par exemple, qu'il a l'air de l'être en faisant de l'identification CESS, ou si au contraire il est compensé par la présence de gènes présents dans d'autres espèces qui assurent finalement le remplissage du trou laissé vide par certaines autres. Donc on est dans une complexité et il faut véritablement réfléchir à ça avant de partir trop vite dans des conclusions qui risquent à la fois d'inquiéter pour certaines et puis qui risquent aussi de biaiser complètement la façon dont on va ensuite organiser les choses pour essayer de comprendre ce qui se passe, en particulier sur le fonctionnement du système. L'autre difficulté, c'est à partir du moment où on a conceptualisé cette notion de dysbiose, c'est que ce concept reste difficile parce que comment on le prouve, au fond. Encore une fois, toute cette analyse génomique, métagénomique, elle est très descriptive, elle est très corrélative, éventuellement avec des états cliniques, la santé, la maladie, mais à aucun moment elle ne vous prouve que cette anomalie que vous avez, ce déséquilibre, il est vraiment, comme on pourrait le dire, ou comme on l'a dit initialement, pathologique. La validation expérimentale des propriétés pathogènes de la flore, elle est difficile, voire impossible chez l'homme. On ne va pas prendre une flore supposée pathogène et la donner à un individu sain. Ça s'est fait dans d'autres temps, dans d'autres environnements avec des bactéries pathogènes, mais par les temps qui courent, et ça me paraît la moindre des choses, ce n'est pas tellement conseillé. La valeur corrélative peut éventuellement être améliorée en faisant des études chez des jumeaux, en particulier des jumeaux homozygotes discordants. Là, si vous avez deux jumeaux homozygotes qui ont vécu de préférence dans le même environnement, l'un étant malade, maladie de Crohn par exemple, et l'autre n'ayant pas de maladie, les différences que vous allez trouver dans sa flore intestinale, dans son microbiote, éliminant de facto, par exemple, tous les paramètres génétiques, et s'ils vivent éventuellement dans le même environnement, éliminant les paramètres environnementaux, alimentaires et autres, vous commencez à donner plus de puissance à votre analyse, mais pour autant, vous n'avez pas prouvé
que la flore associée à cet enfant malade ou à cet individu malade était véritablement pathogène. Alors, ce qu'on peut faire, c'est du transfert de flore supposée pathogène, de dysbiose supposée pathogène, de l'homme à l'animal, en particulier à la souris. Ça ne pose pas trop de problèmes, que ce soit des souris conventionnelles, des souris pré-traitées par les antibiotiques pour faciliter l'implantation de cette flore, ou éventuellement, si on a les installations, à des souris gnotoxéniques, c'est-à-dire des souris sans flore. La difficulté, c'est, au fond, et c'est vrai aussi pour les pathogènes, est-ce qu'il y a une spécificité d'espèce? Est-ce qu'une flore qui s'avère être dysbiotique pour la souris reflète le fait qu'elle soit véritablement dysbiotique, pathogène chez l'homme? Donc on va se reposer exactement les mêmes questions qu'on se pose lorsqu'on a isolé un pathogène ou un supposé pathogène chez l'homme et qu'on le teste chez la souris pour voir quelles peuvent être ses capacités pathogènes. Donc on est dans une situation qui n'est pas nécessairement très très claire et je pense que nous, les gens de la vieille garde de la pathogénicité et des maladies infectieuses classiques, on a un petit mot à dire de temps en temps de prudence à un certain nombre de nos jeunes collègues qui partent dans des considérations et des conclusions, je trouve parfois un tout petit peu hâtives. Je ne parle pas pour toi, Mathias, rassure-toi. Donc, on est dans cette nécessité Alors, ce qui se fait aussi, c'est par exemple des expériences de contamination. Alors, on essaye de rétablir à peu près les mêmes conditions de dysbiose, de contamination de souris à souris. Alors ça marche très bien, ce qu'on appelle le co-housing, c'est-à-dire qu'on met une souris qui a une dysbiose et éventuellement malade avec une souris saine et une flore normale, et très rapidement, on voit que la souris malade, la souris saine acquiert cette flore qui souvent est agressive, invasive, et la rend malade. Alors ça marche bien chez la souris, parce que les souris sont coprophages, et donc c'est vraiment du gâteau, si je puis dire, de faire ces transferts. Je n'ai pas trop, finalement, chez l'homme, trouvé d'évidence, au fond, de véritable transmission ou de fait que des pathologies soient transmises d'individu à individu, d'individus ayant une flore agressive, par exemple un individu qui aurait une maladie de Crohn pourrait transmettre la flore à ses frères et sœurs, à ses voisins et causer la maladie. Tout ça, c'est des choses qui sont quand même, qui font que l'animal d'expérience, en particulier la souris, n'est pas finalement si bien adapté que ça à la situation. Et puis il y a bien entendu le seuil de signification du déséquilibre qu'il va bien falloir marquer à un moment, qui n'est pas facile si on n'a pas des séries extrêmement longues ou extrêmement importantes, le niveau de variation, genre, espèce, et ainsi de suite. Et au fond, on va y revenir rapidement, il y a des jours où je me demande si les marqueurs génomiques et l'identification microbienne, c'est le meilleur outil pour qualifier une dysbiose et en particulier ses propriétés pathogènes, et on va en redire un mot. Donc, finalement, l'interface composition-fonction des microbiotes qui sous-tend cette définition de dysbiose et l'évaluation de son risque permet quand même d'espérer à terme ce qu'on appelle des signatures d'un état pathologique, ce qu'on appelle aussi des biomarqueurs quand on est du côté industriel, dans la mesure où ça pourrait se traduire, bien entendu, par un test qui permette de voir, à partir de l'altération d'une flore, si un individu va développer une maladie de Crohn, va développer un cancer du côlon, va développer une obésité. On a parlé de l'endotoxinémie la semaine dernière, qui est le meilleur marqueur qui permet d'anticiper à terme dans une cohorte sur la survenue du diabète. Donc il y a à terme dans ce concept médical tout de même quelque chose de très sérieux et de très important qu'il faut considérer. Donc la première chose qu'on peut imaginer, c'est qu'on puisse avoir un meilleur typage de ces dysbioses par les moyens génétiques entre guillemets classiques qui ont été utilisés jusqu'à présent, c'est-à-dire de pouvoir avoir une véritable analyse métagénomique en temps réel, entre guillemets au lit du malade. Bon, ça paraît délirant dans l'état actuel des choses quand on voit ce que ça nécessite comme technologie en termes de séquençage, même si les choses vont vite, les appareils sont compliqués, et ce que ça nécessite bien entendu en aval d'analyse bioinformatique. Enfin, quand on voit la vitesse à laquelle les choses évoluent,
on commence à avoir des petits séquenceurs de paillasse avec des systèmes relativement simplifiés, mais d'analyse de séquences qui permet d'identifier assez rapidement des grandes familles de micro-organismes. Je veux dire, les choses avancent. La spectrométrie de masse aussi avance en parallèle. Donc on peut imaginer des choses du côté de la séquence tout de même qui seraient à terme quasiment en temps réel la possibilité d'avoir la séquence du génome de votre flore intestinale en quelques heures et commencer à en définir les choses. Mais ce qu'il ne faudrait pas, au fond, c'est que cette approche tout génome nous cache du fait qu'elle est très difficile et qu'elle nécessite d'investir beaucoup si on veut avancer, peut-être des approches pas nécessairement plus simples, mais plus directes, au fond. Ce que je disais tout à l'heure, peut-être on n'a pas besoin de savoir la signature de nature des bactéries qui composent cette flore qui est en dysbiose. On a peut-être besoin simplement d'identifier son effet pathologique potentiel. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on puisse avoir un test qui s'occupe non pas de la composition, mais qui s'occupe de la capacité métabolique de cette flore, de pouvoir décrire et doser un métabolite. Tout ça, ça nécessite des analyses qu'on appelle de métabolomiques qui soient ou qui deviennent en spectrométrie de masse un marqueur très clair de ce déséquilibre parce qu'il y a tel métabolite qui est présent ou qui est absent. Au mieux qu'il soit présent, c'est plus simple à analyser. Et puis inversement, ou en complément, on peut imaginer d'avoir des tests fonctionnels. Au fond, est-ce que ces flores, ces dysbioses pro-inflammatoires qui vont donner lieu à de l'obésité, à des maladies inflammatoires de l'intestin, à du cancer, est-ce qu'il n'y a pas dans tout ça, dans toutes ces pathways, cascades de signalisation, un endroit précis qu'on peut identifier et puis faire une cellule rapporteur qui montrerait que ce gène est induit, par exemple, et qui correspond effectivement à un marqueur, à une signature d'un état pathologique. Et avec les progrès des nanotechnologies et de la microfluidique en particulier, on peut tester une quantité invraisemblable d'échantillons pour peu que le marqueur qu'on analyse soit robuste et que le système soit reproductible. Donc je pense que cette notion de dysbiose, en fait, elle va évoluer considérablement et elle va en particulier évoluer grâce aux progrès technologiques. Et ces progrès technologiques, encore une fois, contrairement aux apparences, ne seront peut-être pas dans la partie génomique et dans la partie analyse des phyla, des genres, des espèces microbiennes, et ensuite on essaye de regarder s'il y a des profils comparables ou différents, mais au fond, peut-être de façon plus pragmatique, dans l'analyse de l'effet pathologique qu'on essaye d'observer, d'étudier et au fond, à ce stade, de reconnaître. Donc c'était des choses, des généralités que je voulais vous donner parce que, au fond, à mon avis, c'est aussi important que d'essayer d'ingurgiter tous les déséquilibres des populations microbiennes que vous montrent les papiers à l'heure actuelle. C'est un petit peu indigeste et une fois qu'on a dit ce que je viens de dire, de temps en temps, on a des doutes et on se dit, bon, finalement, est-ce qu'il ne faut pas passer à un autre paradigme? Alors la question, si on se met sur un versant médical, parce qu'à un moment, il faut quand même faire quelque chose, c'est est-ce que cette difficulté de définition, qui est un jeu intellectuel fantastique, c'est une bonne raison pour ne pas tenter d'intervenir sur les équilibres du microbiote dans les états pathologiques quand ça semble d'ores et déjà le justifier, c'est-à-dire quand on considère que les arguments sont suffisants pour faire quelque chose. Alors ça, bien entendu, la réponse est personne n'a attendu jusqu'à présent, avant même d'ailleurs d'avoir un certain nombre des informations qu'on a récemment par les capacités d'analyse massive des génomes et des métagénomes. Et c'est toute la problématique, bien entendu, des probiotiques qui ont été utilisés depuis des années pour essayer, avec la logique de rééquilibrer les populations microbiennes, et pas toujours d'ailleurs cette logique-là, d'attaquer des situations qui sont assez proches des pathologies qu'on a mentionnées en général, en particulier pour ce qui concerne les maladies inflammatoires et surtout les maladies inflammatoires de l'intestin. Alors, en deux mots, ce concept de probiotique, il est né environ il y a un siècle, on en a déjà parlé d'ailleurs avec Elie Metchnikov, qui avait fait ce postulat visionnaire en fait,
que les bactéries lactiques étaient bénéficiaires pour la santé, et on le sait, on en a parlé, en particulier dans les primo-implantations, dans les flores pionnières chez le jeune enfant, chez le nouveau-né, et conduisait à une plus grande longévité. En fait, sa théorie, c'était la théorie de l'auto-intoxication. L'auto-intoxication intestinale, en fait, c'est qu'en fait, le vieillissement de l'individu était lié à un dérapage en fait, de ces flores microbiennes, en particulier de ces flores intestinales, et que ce dérapage donnait lieu au développement de micro-organismes qui en fait, métabolisaient plus les protéines et entraînaient la libération d'indoles, de phénols, de produits toxiques. Et pour lui, c'était finalement une espèce de vision métabolique du vieillissement lié à, au fond, ce qu'on appellerait aujourd'hui, par les paramètres qu'on a pris, une dysbiose. Et donc, il proposait, sur la base, encore une fois, de ces observations, je vous en ai parlé, Gérard vous en a parlé, faites en Bulgarie sur les centenaires, la longévité des individus qui mangeaient beaucoup de produits lactés, il avait proposé d'utiliser des régimes à base de lait fermenté, et il avait baptisé cette bactérie Bacillus bulgarae pour cette raison, et c'était finalement, on peut lui, avec la naïveté et en même temps la vision, dire que c'est quand même Metchnikov qui a eu ce premier regard sur la possibilité d'utiliser des probiotiques. Alors en 1917, il y a un médecin allemand qui s'appelait Alfred Nisle, qui avait isolé une souche, j'en ai déjà parlé d'ailleurs pour d'autres raisons, parce que cette souche est non pathogène, mais il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'elle le soit. Et à partir des selles d'un soldat qui avait échappé aux épidémies dans les tranchées de shigellose, de dysenterie, de fièvre typhoïde et ainsi de suite. Et donc le rationnel derrière tout ça, c'était de se dire bon, ce gars-là, il devait avoir une flore drôlement solide et des microbes drôlement implantés pour le protéger comme ça contre des micro-organismes pathogènes comme le bacille de la dysenterie par exemple. Et ils avaient isolé de façon prédominante, avec les moyens de la bactériologie aérobie essentiellement à ce moment-là, cette souche de colis qui pousse comme le chien-dent et qui a été classifiée comme étant une souche bonne pour la santé, protégeant contre les maladies. Et nos amis et voisins allemands utilisent larga manu la souche d'Escherichia coli Nisle, c'est pas Nestlé, hein, c'est Nisle, pour des tas de situations où ils espèrent améliorer leur santé. Ça a avancé, Bifidobacterium, qui se rapproche un petit peu des micro-organismes dont on a parlé, qui a été identifié par Tissier à l'Institut Pasteur, je crois que c'était dans les années 30, et qui a été incorporé dans l'alimentation de l'enfant en tant que micro-organisme qui protégeait contre la diarrhée infantile. Et le terme probiotique à proprement parler, il a été introduit assez récemment, en 1965, par Lilly et Stilwell, un peu en opposition, en fait, c'est un peu un jeu de mots aux antibiotiques, contre les antibiotiques, ou en opposition aux antibiotiques, il y avait la notion de probiotique. Donc voilà un peu l'historique et comment on est arrivé à considérer que des micro-organismes pouvaient avoir, sous réserve d'être des bons micro-organismes, reste à définir ce que c'est qu'un bon micro-organisme, des avantages pour la santé. Alors, au fond, si on commence à réfléchir à la manière, les stratégies qui permettraient de manipuler ce microbiote intestinal, et ça déchaîne les enthousiasmes. Il y a beaucoup de laboratoires qui fabriquent ce type de produit, c'est ce qu'on appelle la pharmacobiotique. L'objectif est finalement à la fois éventuellement de conforter la santé, mais ça c'est quelque chose qui me pose un peu problème, parce que je me demande comment on peut être en meilleure santé qu'en bonne santé, mais bon, voilà, ça c'est une question. Mais ce dont on va parler surtout là, c'est est-ce que ce type d'approche peut améliorer dans une situation de maladie où en particulier il existe une dysbiose, et on en parlera essentiellement bien entendu pour le tube digestif. Alors, les probiotiques, ce sont donc des bactéries, des micro-organismes qui sont vivants, on les ingère en quantité adéquate qui reste à définir et qui sont donc censés conférer un bénéfice en matière de santé à l'hôte. Donc il y a des lactobacilles, il y a des streptocoques, il y a des bifidobactéria, il y a même des Saccharomyces, en particulier dans la prévention des maladies diarrhéiques. Et puis,
au fond, on n'aime pas toujours trop utiliser des bactéries vivantes parce que ce n'est pas simple à garder, ce n'est pas simple à délivrer, mais bon. Donc il y a eu très vite, en particulier avec cette réflexion qui se développait sur une meilleure connaissance des flores intestinales, la notion de prébiotiques, c'est-à-dire des substrats métabolisés par la flore microbienne qui pourraient, disons, changer les performances de cette flore microbienne et la faire basculer vers des équilibres qui vont plus vers des bactéries telles que celles qu'on met en particulier sous forme de probiotiques. Alors, ce sont en règle générale des sucres non absorbables, oligofructose, inuline, galactose, lactulose, enfin tous ces sucres qui sont d'ailleurs parfois utilisés pour essayer de voir les fonctions biologiques de la barrière intestinale et qui sont attendus, censés rééquilibrer éventuellement les flores. Puis avec, encore une fois, l'avancée des connaissances, il y a une notion qui se fait de plus en plus jour, qui est d'ailleurs assez pragmatique et intéressante. Ça va un petit peu dans le sens de ce que je disais sur pourquoi pas aller en aval de tout ça, ce qu'on appelle les postbiotiques. C'est-à-dire, au fond, c'est un peu difficile de manipuler ces flores, on ne sait pas très bien quelle dose donner, on ne sait pas très bien lesquelles donner. Donc pourquoi ne va-t-on pas, après analyse fonctionnelle, in vitro, in vivo, identifier les facteurs effecteurs de l'équilibre, de l'homéostasie, et ces facteurs effecteurs, les donner directement aux individus. Et ça, c'est une science qui se rapproche à ce moment-là beaucoup de la pharmacologie, de la pharmacopée standard. Ce serait vraiment des médicaments qui miment en fait les fonctions, les bonnes fonctions de la flore microbienne. Et je vous ai dit dans des présentations précédentes jusqu'à quel point cette science qui va prendre ces microbiotes, les presser comme des citrons et identifier les métabolites qui peuvent être produits par ces microbes ou en coopération avec l'hôte, va sûrement devenir une science très très importante combinée, parce que souvent ça va être des sucres, avec la chimie de synthèse. Je pense qu'il y a là un champ qui s'ouvre. Et puis la dernière approche qui est un peu à la mode à l'heure actuelle, on en a déjà discuté, on en rediscutera, c'est la notion de transplantation fécale, et on verra qu'il y a un certain nombre d'indications où cette transplantation fécale a l'air d'avoir ou de donner des résultats très très intéressants. Alors, je voudrais revenir sur deux aspects pour cette dysbiose, ce sera la deuxième partie de ma présentation. Ce sont l'obésité, on en a déjà parlé, donc je ne reparlerai pas de ce qui a déjà été dit, mais mise sous l'angle véritablement de cette dysbiose, et puis les maladies inflammatoires de l'intestin dont on a relativement peu parlé. Donc on avait dit la semaine dernière que, bon, au fond, dans l'obésité, en dehors de l'aspect de déséquilibre alimentaire qui reste bien entendu prédominant, en dehors de la possibilité d'identifier des gènes caricaturaux comme la leptine, au sens où, bien entendu, quand on voit ce que donne une mutation dans le gène de la leptine chez une souris et le niveau d'obésité qu'elle atteint, on voit bien qu'il y a là un potentiel pour la génétique. Mais au fond, dans les études larges sur le génome, ce qu'on appelle les Genome-Wide Association Studies, les LOD scores, c'est-à-dire l'efficacité éventuelle de la mutation pour donner l'obésité, sont effectivement très bas. Et s'il y a une participation génétique, qui est sûrement le cas, c'est une participation multigénique et qui va être extrêmement complexe à gérer. Et on s'aperçoit qu'au fond, un paramètre comme la flore intestinale semble être aussi important, sinon plus, dans la compréhension et dans la mise en place du système, en tant, encore une fois, que maillon entre le déséquilibre alimentaire et, bien entendu, la situation métabolique et nutritionnelle qui va créer cette situation d'obésité. Et la preuve évidente que c'est une réalité, c'est cette expérience dont je vous avais parlé la semaine dernière, où quand on prend une souris obèse, on prend sa flore et on la transfère à une souris mince, la souris mince devient obèse. Donc là, on ne peut pas difficilement dire que ce n'est pas la flore qui fait quelque chose dans cette affaire. Donc, au fond, et pour résumer un petit peu ce que je vous avais dit la semaine dernière, il y a trois façons de voir le rôle que peut avoir un microbiote. Là, on reste encore dans la physiologie, c'est-à-dire le rôle qu'a cette flore dans finalement la prestation d'un certain nombre de services. On a dit l'hydrolyse des sucres complexes végétaux en particulier. La première capacité, c'est l'extraction calorique, c'est-à-dire qu'il y a des micro-organismes
qui soit dans une représentation raisonnable, un microbiome dans une représentation raisonnable qui permette de répondre à ces besoins d'hydrolyse de ces sucres complexes. Et bien entendu, en cas de déséquilibre, donc on rentre là dans la notion de dysbiose, s'il y a trop de bactéries qui font ça, en particulier si elles sont transférées d'un individu obèse qui a été finalement qui s'est habitué à cette ration alimentaire trop forte et qui va déséquilibrer sa flore, on va se trouver dans une situation de dysbiose et la flore va extraire trop d'énergie de la ration alimentaire et faire grossir l'individu. Là, on reste pour l'instant chez les souris. Alors, il y a un autre aspect qui concerne de façon finalement assez proximale ce qu'on vient de dire, c'est que cet excès alimentaire va aussi, par la façon dont il est métabolisé, donner lieu à une signalisation à distance au niveau du foie, au niveau du système nerveux central, qui va participer aussi à la mise en place de cette obésité. Mais je vous avais dit qu'il y avait un troisième paramètre qui était très très important, qui était la notion d'altération de la perméabilité intestinale avec une augmentation du passage de bactéries qui transloquent ou de produits bactériens. On avait parlé de cette notion d'endotoxinémie métabolique qui augmente éventuellement dans ces circonstances d'obésité et qui vont donner lieu à une inflammation chronique de bas niveau, en particulier les tissus graisseux, en particulier la phosphorylation du récepteur à l'insuline, la résistance à l'insuline et ce que ça implique ensuite d'engagement du processus vers la collecte supplémentaire d'énergie et l'obésité. Donc on peut commencer à mettre en place une espèce de cartographie de la signalisation qui va depuis l'extraction excessive de calories jusqu'à l'augmentation de l'appétit, l'inflammation et faire un tout qu'on avait un petit peu emballé, si je puis dire, dans cette notion qu'au fond, l'obésité, c'est aussi une maladie inflammatoire. Alors, tout ça marche très très bien effectivement chez la souris, on en avait parlé, on vient de signaler de nouveau rapidement les expériences, y compris cette notion d'accroissement de l'adiposité. Donc là, on est sur un terrain où on peut assez raisonnablement considérer que cette souris obèse a une flore qui est une flore dysbiotique et que cette dysbiose transférée à un individu en bonne santé, une souris en bonne santé, va la faire grossir. La question est finalement de savoir qu'est-ce qu'il en est très précisément chez l'homme. Et encore une fois, on est dans une situation là qui est une situation qui reste descriptive et corrélative des flores. On voit tout de même la même tendance dans le cas de l'obésité en termes de grands équilibres des populations bactériennes que chez la souris. Par exemple, le microbiote, voire le microbiome d'un individu obèse, a plus de capacité d'extraction calorique que le microbiome d'un individu mince. Donc on sent bien que tout de même ce qu'on a vu chez la souris probablement joue un rôle chez l'homme. Chez des jumeaux, on commence à voir apparaître éventuellement, il y a eu des travaux de Turnbull publiés en 2009, des glissements de populations microbiennes qui sont, ce qu'on pourrait dire, un début de signature d'un dysbiose caractéristique, ou en tout cas se rapprochant du contexte de l'obésité. Et il y a un travail, par exemple, publié en 2009 qui montrait qu'au-delà des choses habituelles, il y a aussi possiblement une participation de certains micro-organismes, en particulier des archées dont on vous a parlé, dont Marion Leclerc vous a parlé, dans cette formation ou cette capacité métabolique hydrogénotrophe qui va participer aussi à augmenter l'extraction calorique, puisque ça va amener finalement au CH4 et aux éléments métaboliques intermédiaires qui vont participer à l'enrichissement de cette panoplie nutritionnelle qu'offrent ces micro-organismes. Donc, on commence tout doucement à avoir un profil ou des profils, mais il est certain qu'on est en attente de toutes les études de cohorte qui sont mises en place. J'ai parlé celle de Karen Clément, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, qui commence à donner des résultats tout à fait intéressants, comme l'autre cohorte du Danemark. Mais il faut des cohortes, y compris dans des environnements différents, des habitudes alimentaires éventuellement différentes, pour essayer de commencer
à vraiment avoir un profil et éventuellement des signatures d'espèces ou de genres microbiens avec les réserves éventuellement que j'ai émises sur la possibilité vraiment à terme d'avoir des choses très très claires dans ce domaine. Il y a parfois des choses qui sont reproduites dans plusieurs études, dont on peut commencer à considérer qu'elles peuvent être des signatures. La diminution des bactéroïdétès, mais qu'est-ce que ça veut dire la diminution des bactéroïdétès quand on voit que c'est quasiment la moitié de la flore intestinale qui a disparu? Ce n'est pas tous les bactéroïdétès qui font ça. La diminution des firmicutes, ou donc qui baisse aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être la diminution des archées méthanotrophes, ça c'est quelque chose qui a du sens, mais bon, on voit bien qu'une fois qu'on a vu ça, on n'a pas véritablement répondu à cette question de signature, et la même chose, les mêmes questions se posent pour les études qui ont été faites dans les diabètes de type 2. Donc voilà un petit peu la situation. Alors ça, je vous en avais parlé la semaine dernière, et donc cette notion de dysbiose, je pense que dans l'obésité et dans le syndrome métabolique, elle est établie, mais elle est établie de façon fonctionnelle et pas encore en termes de population bactérienne dont on pourrait dire ce microbe cause l'obésité, ou cette association de microbes ou ce déséquilibre dans les populations microbiennes cause l'obésité. On est encore loin de cette situation-là. Donc la caractérisation microbiologique de cette dysbiose est encore en attente. Alors, ce que je voulais vous dire rapidement, c'est parce que ça va introduire une notion qui est intéressante et qui est tout à fait en prise avec des choses dont va vous parler Mathias. C'est un pas au-delà de l'obésité et un élément de ce qu'on appelle ce syndrome métabolique. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Un syndrome métabolique, c'est non seulement l'obésité, mais c'est aussi le diabète, et un diabète généralement mal équilibré ou difficile à équilibrer. C'est une dyslipidémie importante, c'est des signes cardiovasculaires, c'est une hypertension artérielle. Donc il y a tout un contexte, et de ce contexte fait partie, parfois à minima, mais parfois, voire souvent, si le temps passe, ça s'accentue, d'un syndrome qu'on appelle la stéatose hépatique. Et la stéatose hépatique, en fait, c'est un foie gras. C'est-à-dire que à force en particulier résistance à l'insuline, on a une lipogénèse très très importante au niveau du foie, et on a un foie qui devient un peu l'équivalent du foie du canard ou du noix qu'on gave quotidiennement avec un régime très très riche. Donc ça, c'est la stéatose hépatique dite non alcoolique, le sigle étant emprunté à nos collègues anglo-saxons, on appelle ça le NASH. Donc cette stéatose, elle pose problème parce que si l'obésité et le syndrome métabolique ne sont pas contrôlés, le diabète pas équilibré, on va se retrouver assez rapidement dans les années qui suivent avec ce qu'on appelle une fibrose hépatique, puis avec une cirrhose, et éventuellement, dans un faible nombre de cas, ou pourcentage de cas, mais néanmoins c'est une réalité démontrée, un carcinome hépatocellulaire. Donc on est dans de la pathologie grave qui va largement au-delà des inconvénients au quotidien que peut poser l'obésité. Et finalement, on déplace un petit peu la situation. On passe de l'intestin au foie, qui est un organe aussi tout à fait fascinant, et on se retrouve dans cette situation où le foie, finalement, intègre, un peu comme on a dit tout à l'heure pour la flore microbienne, pour le microbiote, un certain nombre de signaux, un certain nombre d'éléments personnels et environnementaux, comme le régime alimentaire, l'âge, les xénobiotiques, les antibiotiques, les sels biliaires, l'inflammasome, on va en reparler, et cette obésité qui s'aggrave. Donc tout ça va intégrer des signaux qui vont amener à cette stéatose hépatique. Alors, au fond, la question c'est, est-ce qu'il y a un rôle du microbiote et est-ce qu'il y a une dysbiose qui va amener à cette situation? Et on pense que de toute façon c'est le cas, puisqu'il y a une espèce de cheminement naturel depuis l'obésité et le syndrome donc métabolique vers ce NASH. Donc très tôt, les chercheurs ou des médecins ont essayé de voir si effectivement dans ce NASH il n'y avait pas une composante microbienne. Et il y a 20 ans, on savait déjà, je l'ai noté ici sur la diapositive, expérimentalement, on avait établi que ce qu'on appelle une anse intestinale aveugle, c'est-à-dire au cours d'une chirurgie, on est obligé finalement de faire qu'une anse intestinale soit
isolé comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de continuité. C'est généralement un site de pullulation microbienne, et on savait qu'en cas d'excès de pullulation microbienne dans l'intestin grêle, sur ces anses aveugles, les individus développaient, régime anormal, alimentaire ou pas, une stéatose hépatique. Donc on avait déjà un lien à l'époque, y compris en médecine clinique, entre la prolifération microbienne et la survenue de cette stéatose hépatique. Alors pourquoi est-ce que le foie est aussi sensible, peut-être plus sensible que d'autres organes? C'est parce que le foie est quand même un organe qui est au centre des processus nutritionnels. C'est un organe qui est en permanence bombardé par des facteurs microbiens qui traversent la barrière intestinale et qui, par le système porte, vont en fait arriver dans le foie. Et le foie sert un peu de filtre démonctoire à ces facteurs microbiens. Ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, et pourtant, c'est une réalité. Et le foie est un organe qui réagit très fort sur le plan inflammatoire, qui est très vite peuplé par des cellules du système immunitaire, éventuellement des cellules relativement toxiques comme les cellules NK ou les lymphocytes T natural killer. Donc le foie est un organe extrêmement fragile, c'est un organe qui régénère bien et très vite, mais aussi il est très très fragile. Donc beaucoup des anomalies observées finalement dans le syndrome métabolique se retrouvent dans le NASH et probablement causent le NASH. Il n'y a probablement pas une flore spécifique du NASH, c'est simplement un effet de durée et de gravité avec peut-être des paramètres génétiques et environnementaux complémentaires. Et on avait dit quand même à quel point le métabolisme de ces polysaccharides complexes ou polyosides complexes dans l'intestin, en donnant lieu à la formation de ces acides gras à chaîne courte, en particulier de l'acétate, du propionate, alimentait la lipogénèse au niveau hépatique, et l'hypogénèse excessive égale bien entendu stéatose hépatique. Alors, on est dans un contexte là qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait dit pour l'obésité, c'est-à-dire il y a certes un paramètre nutritionnel, mais il y a aussi un paramètre inflammatoire. Et pour avoir le NASH, pas envie de l'avoir, mais quand ça se met en place, il y a effectivement ces deux paramètres qui s'associent. Il y a ce paramètre d'excès, d'extraction calorique qui cause l'obésité, c'est-à-dire le plateau un peu de base de l'ensemble du syndrome métabolique. Et puis il y a dans le syndrome métabolique cette notion d'inflammation, en particulier exacerbée quand on va parler du foie, qui va amener par la perception en particulier de ces bactéries ou de ces motifs bactériens qui traversent la barrière épithéliale intestinale, à cette inflammation au niveau des graisses, à la résistance à l'insuline et aussi en même temps à ce processus accentué de lipogénèse. Et la combinaison lipogénèse et inflammation va donner lieu à cette stéatose inflammatoire et à sa capacité de fibrogénèse et à sa capacité éventuellement de cirrhose, puis à terme possiblement de cancer. Donc on est là dans cette notion qu'on avait déjà mentionnée pour l'obésité, d'interface en fond entre extraction calorique excessive médiée par la flore intestinale et inflammation diffuse de bas niveau mais suffisante, médiée aussi par la flore dans cette interaction avec les récepteurs, ce qu'on appelle les PRR. Et la notion au fond, et je vous parlais de ce papier qu'on avait fait il y a 2 ans avec Rémi Burcelin, de le régime déséquilibré, riche en graisse, qui facilite la translocation microbienne et qui amorce cette composante inflammatoire qui vient se superposer. Donc on est là dans du terrain finalement connu, appliqué à cette situation particulière de NASH. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans certaines publications récentes, dans certains travaux récents, et sous un autre angle, Mathias va vous en parler, c'est la notion, et je vous en avais déjà mentionné l'existence dans la présentation sur to be ou être ou ne pas être un pathogène, et cette notion de on détecte un pathogène par les signaux de danger, et une partie importante des signaux de danger sont liés à l'inflammasome, c'est-à-dire l'activation de ce système absolument extraordinaire qui a été découvert au début des années 2000, où un certain nombre de molécules qu'on appelle des node-like récepteurs, je ne vais pas refaire l'historique de tout ça, sont susceptibles de sentir des signaux de danger qui sont soit des motifs microbiens intracellulaires, le peptidoglycane, les molécules NOD, soit de sentir des anomalies environnementales
une diminution du potassium intracellulaire, la présence d'ATP en excès. Donc tous ces signaux de danger dont on avait parlé, qui sont intégrés par ce processus d'inflammasome tel que l'avait conceptualisé York Chop, et qui sont finalement, qu'on peut dessiner, schématiser par cette notion de ces node-like molécules qui s'oligomérisent en présence éventuellement d'un chaperon comme ASC, et dont l'organisation générale va amener au recrutement d'une enzyme qui s'appelle caspase 1, qui va hydrolyser le pro-IL1-bêta, le pro-IL18, et libérer ou donner lieu très rapidement à la libération de ces cytokines pro-inflammatoires qui sont extrêmement puissantes et qui vont signaler le danger dans la mesure où elles sont déjà présentes en tant que promolécules dans la cellule. Donc cet inflammasome semble être relativement central dans l'homéostasie de l'épithélium intestinal, et lorsque une mutation, chez la souris en particulier, c'est là que c'est étudié, porte sur un de ces éléments de l'inflammasome, un peu plus pour certains que pour d'autres, en particulier pour les molécules NOD ou pour un NLRP3 ou un NLRP6, on va avoir une déstabilisation de l'homéostasie de l'épithélium intestinal qui va devenir plus perméable aux facteurs microbiens et donc la mise en place d'un processus inflammatoire, même si cette molécule elle-même, qui manque, est pro-inflammatoire, les autres, bien sûr, vont compenser. Donc cette espèce d'équilibre subtil, permanent, entre inflammation physiologique et inflammation pathologique dont je vous ai parlé plusieurs fois. Et ce qui, au fond, est très intéressant, mais je ne rentre pas dans les détails parce que donc Mathias vous en reparlera au sujet du cancer, c'est que par exemple les souris NLRP6 knockout, qui n'ont pas ce gène, ont effectivement de l'inflammation intestinale, mais ont aussi des déséquilibres nutritionnels et en particulier développent assez rapidement une stéatose hépatique et l'équivalent de ce qu'on appellerait un NASH chez l'homme. Donc il y a des éléments nouveaux dans ce schéma général qu'il va falloir assez rapidement prendre en ligne de compte, et la confirmation que ces molécules node-like récepteurs sont vraiment des éléments importants de l'homéostasie épithéliale. Et pour certains, ce n'est pas nécessairement une surprise, mais maintenant on commence à avoir les éléments expérimentaux pour le prouver. Alors la question c'est au fond, est-ce que le carcinome hépatocellulaire est en aval de tout ça? La réponse est oui, même si c'est dans des fréquences relativement faibles, mais il est clair que jusqu'à présent la vision du carcinome hépatocellulaire c'est une vision qui était très liée à l'alcoolisme ou à l'infection chronique par le virus de l'hépatite B ou le virus de l'hépatite C. L'alcoolisme, bon, c'est plus ou moins contrôlé. L'hépatite B, il y a le vaccin. L'hépatite C, il y a quand même une stabilisation de l'endémie. Et on a l'impression que peu à peu, le pourcentage de carcinome hépatocellulaire non lié à ces causes classiques augmente. Et s'il augmente, c'est lié en particulier à l'épidémie, entre guillemets, d'obésité et de syndrome métabolique. Donc c'est quelque chose où il y a un petit voyant là qui commence à clignoter et il faut garder ça en ligne de mire. Tout ça, encore une fois, étant médié à un moment ou à un autre par cette dysbiose qui est causée par l'excès alimentaire. Alors, la question à 1 million d'euros, c'est est-ce qu'on peut traiter, enfin je caricature, est-ce qu'on peut traiter l'obésité par les probiotiques? Alors, bon, chez la souris, il y a éventuellement quelques résultats. En tout cas, on voit que lorsqu'on gave les souris, mais je ne dis pas gaver au sens où on en mettre des tonnes, mais simplement parce que c'est le terme technique qui consiste à leur inoculer des lactobacilles avec une petite sonde dans l'estomac, on peut avoir une amélioration de la situation et une diminution des paramètres biologiques d'altération hépatique, en particulier si on parle ici de NASH, les transaminases qui baissent, la masse lipidique intrahépatique qui baisse et ainsi de suite. Donc on a l'impression que les éléments sont là éventuellement pour qu'il puisse y avoir un effet du rééquilibrage de la flore microbienne, d'un rééquilibrage de la dysbiose par l'administration à forte dose de probiotiques. Par contre, en clinique,
même si on a l'impression que la preuve du concept de la possibilité d'approcher ce type de syndrome métabolique et la stéatose hépatique par les probiotiques marche chez l'animal, chez la souris, ou en tout cas il y a des résultats chez la souris, les essais cliniques qui ont été faits jusqu'à présent ne montrent pas du tout d'effet. Alors on peut essayer de trouver des raisons, les doses, les durées d'administration, la longueur de la surveillance des personnes. Généralement, ces essais cliniques sont à 6 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum, mais pas plus. Et on imagine bien que les choses ne vont pas changer et la mécanique se remettre en marche arrière aussi rapidement. Alors, des études présentent toujours les résultats. La conclusion, c'est que les résultats sont encourageants. Alors, il faut savoir lire entre les lignes. On dit généralement que quand c'est prometteur, c'est que de toute façon ça ne marchera jamais. Quand c'est encourageant, c'est que ça a peut-être une chance de marcher, mais on n'est pas sûr. Enfin, il faut savoir voir un petit peu la sémantique de ces papiers et interpréter les résultats. Je ne dis pas que les probiotiques ne jouent pas un rôle, ne joueront pas un rôle dans l'approche de ces syndromes métaboliques complexes, mais il est bien évident que ça ne pourra être à terme qu'une partie éventuellement de l'approche, mais qu'il ne faut pas compter uniquement sur le rééquilibrage de la flore pour améliorer les choses. Alors, si on veut être un tout petit peu plus drastique dans l'approche et se dire au fond on donne des probiotiques, mais ça va peut-être à la périphérie plus ou moins rééquilibrer la flore dans le sens qu'on voudrait, puisqu'il y a une baisse des firmicutes, c'est peut-être bien d'en rajouter. Il y a l'approche plus drastique qui consiste à faire une transplantation fécale. Alors la transplantation fécale, il y a des groupes qui commencent à s'y mettre très très sérieusement en Amérique du Nord, en Europe, en particulier en Hollande, où un groupe hospitalier fait des travaux tout à fait intéressants. J'ai invité d'ailleurs une des personnes qui fait ça au symposium du mois de juin sur microbiote et nutrition et métabolisme. Mathias sera là aussi d'ailleurs, j'ai invité tous mes collègues que j'aime bien à ce meeting, et on va essayer de réfléchir un petit peu sur cette notion en particulier, entre autres de transplantation fécale. Le terme est assez accrocheur, donc tout le monde en parle bien entendu, on ne va pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé. Donc ils ont fait un essai clinique qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils prennent le microbiote d'un sujet mince, et l'idée c'est de le donner à une personne obèse, syndrome métabolique, stéatose hépatique, et de voir sur les marqueurs biologiques, bien entendu, les transaminases, la dyslipidémie et un certain nombre d'autres éléments. Si les choses s'améliorent, le cut-off pour la sélection des patients contrôles, c'était un BMI inférieur à 23 et pour les gens intégrés dans l'étude, un BMI supérieur à 30. Alors, 6 semaines, 3 catégories de patients, des patients qui avaient de la vancomycine seule, de la vancomycine avec un lavage de l'intestin grêle, c'est-à-dire qu'on met un tube jusque dans le duodéno-jéjunum, on lave, on aspire, enfin vous voyez un petit peu la cuisine, et puis un groupe qui, à l'issue de ce lavage, recevait une flore d'un individu sain, une fois, éventuellement une deuxième fois à 6 semaines d'intervalle. Et ce qui est relativement intéressant, c'est qu'il semble qu'un certain nombre de patients qui ont reçu cette flore, cette transplantation fécale, montraient quelques signes d'amélioration sur la durée de la surveillance, qui était quand même relativement limitée, d'environ, je crois que c'était 6 semaines au total. Donc une évidence que peut-être dans ces situations-là, par une approche un petit peu plus drastique, on peut intervenir sur la flore et espérer avoir des réponses cliniques. Alors ça, c'est, bon, je ne sais pas où il faut le situer dans l'échelle des promesses sur le plan de la thérapeutique. Donc il va falloir de toute façon des essais cliniques à plus long terme, mais ces équipes sont clairement dans cette approche à ce stade. Alors, la dernière partie que je voulais voir avec vous, c'était les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ce qu'on appelle les MICI, et ce qu'on appelle IBD, Inflammatory Bowel Disease en anglais. Donc vous savez qu'il y a une augmentation de l'incidence de ces maladies.
qui nécessite bien entendu un effort global à la fois d'identification, de compréhension et d'amélioration des approches thérapeutiques, parce que des maladies en particulier comme la maladie de Crohn sont vraiment des pathologies qui sont extrêmement handicapantes pour les patients. Alors on reviendra sur cette notion avec Jean-François Bach la semaine prochaine, encore une fois d'hypothèse hygiéniste, du fait qu'on a à la fois des maladies infectieuses qui s'effondrent, en tout cas dans nos régions, en termes d'incidence, de prévalence, et une incidence qui augmente très très rapidement de ces pathologies, en particulier inflammatoires intestinales, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, mais en parallèle le diabète de type 1, la sclérose en plaques et bien entendu l'asthme et l'atopie. Donc on est dans un groupe de pathologies là qui correspond très nettement à ce contexte ou à ce concept d'hypothèse hygiéniste. On voit par exemple en Chine l'incidence de la maladie de Crohn en une dizaine d'années a augmenté de façon considérable par essentiellement l'amélioration du niveau de vie. Donc on est dans des situations de pathologie inflammatoire intestinale, soit superficielles comme la rectocolite hémorragique, soit relativement profondes avec ces granulomes transpariétaux qui sont caractéristiques donc, du Crohn et qui, encore une fois, au-delà de la poussée aiguë, sont extrêmement gênantes par les récidives, par la nécessité éventuellement de chirurgie, par la nécessité de thérapeutiques relativement lourdes quand tout ça ne marche pas, en particulier les inhibiteurs de TNF. Donc, le développement de la maladie de Crohn, il y a eu, et notre orateur d'aujourd'hui y a participé largement, des évidences de base génétique, en particulier les mutations dans les molécules NOD, NOD2, dans le cas des formes familiales. Ensuite, des mutations identifiées aussi par ces associations, ces études genome-wide dans les gènes de l'autophagie, comme ATG16. Donc, on a des bases éventuellement génétiques, mais on sent bien que ça ne suffit pas à expliquer l'ensemble de la situation. Et finalement, des études, y compris par exemple chez des jumeaux discordants, montrent qu'il y a une part environnementale qui est extrêmement importante, et ça, Nadine Serf vous en avait déjà parlé. Donc les études, par exemple, du microbiote chez des jumeaux monozygotes discordants pour ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ont montré effectivement des différences de composition entre certaines espèces microbiennes, par exemple une diminution de certaines espèces ou genres comme Faecalibacterium, Roseburia, une augmentation des entérobactéries et des ruminococcus, donc l'impression quand même d'une vraie dysbiose installée, soit primaire, pour une raison qui reste à définir, soit secondaire à un état inflammatoire sous-jacent lié en particulier à ces mutations et qui ferait que la flore se dégrade, se déstabilise et cause cet état inflammatoire. Il y a eu des études encore plus précises allant en endoscopie, prélever essentiellement là où était l'inflammation et montrant en fait que non seulement il y avait un déséquilibre des populations bactériennes, un petit peu comme on a vu là, mais surtout que les populations bactériennes étaient très proches, voire collées à la surface de l'épithélium et donc signalaient beaucoup plus probablement sur le plan inflammatoire au tissu intestinal. Donc l'idée que la génétique c'est une chose, la dysbiose, sans doute, dans cette situation-là, en est une autre, mais au fond, peut-être un lien qui reste à établir avant d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu binaire, comme on a trop souvent tendance à le faire. Alors, il y a quand même deux travaux que je voulais citer, qui sont un peu des travaux pionniers et visionnaires, et je les cite d'autant plus volontiers que ce sont des travaux qui ont été faits en France. J'aime bien faire la promotion de mes collègues et copains français. L'un, c'est le travail du groupe de Joël Doré à l'INRA, à Jouy-en-Josas, qui très tôt, au milieu des années 2000, a publié ce papier dans PNAS, montrant sur des études déjà relativement larges de métagénomique 16S qu'il existait chez les patients en poussée de maladie de Crohn un déficit très net en une espèce bactérienne qui s'appelle Faecalibacterium prausnitzii, un peu difficile à dire, mais c'est comme ça, et que finalement, cette
déficit, il a été ultérieurement confirmé par les études métagénomiques qui ont été faites sur cette maladie de Crohn. Donc c'était vraiment la première évidence qu'il y avait peut-être un lien, en tout cas corrélatif, entre l'inflammation intestinale et l'absence d'une population bactérienne que finalement on attend maintenant comme étant une régulatrice de la réponse immunitaire et inflammatoire. Et puis l'autre travail est le travail d'une chercheuse de Clermont-Ferrand qui s'appelle Arlette Darfeuille, Michaud, qui en collaboration avec des gastro-entérologues de Lille, avait montré qu'en fait, quasiment tous les malades atteints de maladie de Crohn avaient dans leur flore intestinale un micro-organisme particulier qui s'appelle, ou qu'elle a appelé Escherichia coli adhésif et invasif. C'est une bactérie, un Escherichia coli qui colle très très fort aux cellules et qui éventuellement à un moment s'internalise à l'intérieur de ces cellules. Alors il y avait eu beaucoup d'étiologies éventuelles, Mycobacterium paratuberculosis par similarité avec les pathologies granulomateuses intestinales chez les bovins, l'hystéria, même monocytogénèse avait été mis en cause, mais là c'était vraiment la première fois qu'on avait une souche à cette fréquence et avec cette petite note éventuelle de pathogénicité qui correspondait bien à ce qu'on voyait. Elle s'associe à un récepteur que Arlette a d'ailleurs identifié avec son équipe qui s'appelle CEA-CAM et elle cause cette réaction inflammatoire au niveau de l'épithélium intestinal. Alors au fond, la question maintenant, c'est comment on voit cette ambiance finalement, maladie de Crohn, maladie inflammatoire de l'intestin, peut-être plus généralement, et dysbiose. Bien sûr, il y a un trait génétique chez un certain nombre de patients. Le LOD score est plus ou moins élevé, c'était sans doute celui de NOT2 qui l'était le plus. Quand on les met bout à bout, ça fait du sens aussi parce que souvent ils sont dans des pathways qui sont un peu similaires. NOT2, la régulation de l'inflammation, ATG16, régulation de l'autophagie, les deux vont ensemble, il y a des crosstalks. Donc, mais néanmoins, il y a sûrement quelque chose à voir du côté de l'existence de la dysbiose, qu'elle soit d'ailleurs éventuellement primaire ou causée par cet état inflammatoire mal maîtrisé. Donc, soit on a un agent étiologique unique, c'est la notion que je viens de mentionner, d'hystéria, Mycobacterium paratuberculosis, ou éventuellement cette souche d'Escherichia coli adhésive invasive, où en fait on a une inflammation primaire ou un dysfonctionnement primaire de la régulation tel qu'on le voit avec ces mutations NLR par exemple, en particulier NOT2, et de ce dedans-dehors, comme on a dit, il y a deux leçons. La réaction inflammatoire, même à un bas niveau chronique, va sculpter un petit peu ce microbiote et lui donner des propriétés pathologiques parce que finalement les symbiotes, les mutualistes vont disparaître, ils sont trop fragiles et on va sélectionner progressivement une population de pathobiotes qui résistent à ces défenses qui sont exacerbées, aux réactifs ROS, aux molécules d'oxygène et autres peptides antimicrobiens. Et l'idée serait qu'au fond, cette notion qui combine un petit peu peut-être la susceptibilité génétique et le microbiote ferait qu'on va faire disparaître des bactéries symbiotiques régulatrices comme Faecalibacterium, ça irait dans le sens de ce que voit Joël, et qu'on enrichirait en des bactéries robustes, pathobiotiques, comme cet Escherichia coli adhésif et invasif. Et au fond, on génère une espèce de cercle vicieux qui fait que cette inflammation va se poursuivre, la dysbiose intervenant à ce moment-là dans l'accentuation et l'emballement du processus. Donc on en est là dans les réflexions et finalement c'est un domaine qui est tout à fait passionnant et qui va toucher du fait aussi du cancer qui peut être en aval de ces maladies inflammatoires de l'intestin parfois à la physiopathologie du cancer. Là je prends toujours, parce que je la trouve frappante, cette diapositive d'un papier d'un chercheur allemand, gastro-entérologue, je ne sais pas si médecin ou PhD, Zwierzynski, qui montre
c'est en technique de fiche, donc on marque par fluorescence l'ARN des bactéries, donc elles sont vivantes et on peut rendre le fiche spécifique. Donc là, c'est pour les entérobactéries, pour la famille des entérobactéries. En rouge, c'est l'intestin. En vert et donc en jaune, si ça se superpose, ce sont les entérobactéries. Vous voyez l'intestin, la muqueuse d'un intestin normal, les entérobactéries, on a du mal à les trouver, parce que je vous ai dit, en premier cours, il y en a très très peu. Les densités par rapport aux anaérobies est extrêmement faible. Ça, c'est l'intestin d'un sujet qui a une maladie de Crohn. Vous voyez que l'ensemble de sa surface épithéliale sur cet échantillon est couvert de cette gangue, cette espèce de biofilm d'entérobactéries, probablement largement des Escherichia coli, et on conçoit bien intuitivement que cette proximité va accentuer par la nature de ces micro-organismes la réponse inflammatoire et la destruction des tissus. Donc on est vraiment dans ce schéma dont avait parlé Nadine sur la présentation sur l'immunité muqueuse, où on a d'un côté la santé, avec ces micro-organismes finalement régulateurs, comme Faecalibacterium prausnitzii et probablement d'autres, et puis la flore, la dysbiose pathogène, qui est marquée par non seulement la diminution ou la disparition de ces bactéries régulatrices, mais l'apparition et l'enrichissement dans des protéobactéries, en particulier des entérobactéries. Cette Escherichia coli adhésif invasif étant soit l'élément essentiel, soit éventuellement un marqueur de ce processus général d'enrichissement de la surface épithéliale en pathobiote. Donc il y a des choses qui, bien sûr, peuvent se réanalyser ou revoir à la lumière des études métagénomiques qui montrent effectivement des espèces qui augmentent, des espèces qui diminuent. En bleu, c'est ce qui augmente, en rouge, c'est ce qui diminue. Dans ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, vous voyez qu'il y a une baisse des bactéroïdétès, mais par contre, il y a une augmentation des actinobactéries et des protéobactéries. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en permanence, ces protéobactéries. En fait, dans ces conditions-là, c'est souvent des entérobactéries. C'est-à-dire qu'on revient sur ce que j'ai dit dans la diapositive précédente. Et bien entendu, la chute régulièrement observée, je ne le retrouve plus, mais de ce Faecalibacterium, voilà, le voilà ici, prausnitzii, qui semble être, sinon l'élément essentiel, en tout cas un des bons marqueurs microbiologiques de cette dysbiose caractérisée par cette baisse des régulateurs et cette augmentation des bactéries plus invasives. Je passe là-dessus rapidement, c'est juste pour dire que dans la physiopathologie, il y a peut-être d'autres éléments, et en particulier des modèles expérimentaux qui ont montré que sur, par exemple, des souris ATG16L1 knockout, l'infection par un virus, par un norovirus, qui est un virus pathogène spécifique chez la souris, donnait lieu en fait à une rupture des cellules de Paneth qui produisent les peptides antimicrobiens, les alpha-défensines dans l'intestin grêle, et que cet élément viral venait sans doute se superposer aux éléments de la dysbiose et pouvait éventuellement causer cette dysbiose, puisque l'absence de peptides antimicrobiens empêchait de réguler l'équilibre de la flore intestinale. Donc il y a là un paramètre supplémentaire qui est le paramètre viral, qui nous intéresse beaucoup avec certains travaux dont je vous parlerai la semaine prochaine. Alors, ayant fait ou ayant dit ça, est-ce qu'on peut commencer comme on l'a fait pour obésité, syndrome métabolique, à tracer un peu le paysage d'une thérapeutique qui se fonderait sur des probiotiques dans ces pathologies intestinales chroniques? Donc il y a deux types de pathologies qui ont fait l'objet d'études, les maladies inflammatoires dont on vient de parler, en particulier Crohn et rectocolite, et puis ces fameux syndromes de côlon irritable. Dans les deux cas, au fait, si on fait vraiment le bilan des études, et j'ai essayé de relire un peu des revues récentes, parce qu'il y a tellement d'études qu'on a un petit peu de mal à s'y retrouver, et puis les situations cliniques sont différentes, ça peut être des formes débutantes, ça peut être des formes récidivantes, ça peut être des préventions de récidive après chirurgie d'une maladie de Crohn. Tout ça, c'est des situations différentes cliniquement où les probiotiques ont été utilisés. On s'aperçoit quand même globalement il peut y avoir éventuellement certains effets positifs à un moment ou à un autre, mais quand même qu'il manque quelque chose dans l'approche. Ça ne remet pas en cause l'approche, mais
il y a encore quelque chose à améliorer dans les doses, dans les durées, dans la nature peut-être des micro-organismes à utiliser. Peut-être Faecalibacterium prausnitzi va s'avérer être quelque chose de plus justifié compte tenu de son fait immunorégulateur que des bactéries classiques, lactobacilles ou autres, dont on imagine bien qu'elles ne sont pas capables de tout faire. Donc il y a, je pense, une vraie réflexion collective à avoir là-dessus. Et encore une fois, à part quelques exemples dans la rectocolite hémorragique, en particulier dans ce qu'on appelle les push-it, c'est-à-dire dans la rectocolite hémorragique, parfois la maladie est tellement grave, ça touche surtout le côlon, qu'il faut faire une colectomie totale, et donc le chirurgien prend la dernière anse idéale, la raccorde au rectum, et ça fait une espèce de pseudo-poche rectale, et souvent c'est là que récidive la maladie. C'est le seul cas probablement où les probiotiques, en particulier ce cocktail qui s'appelle VSL3, on semble quand même donner des résultats. Alors là, cette fois-ci, vraiment positifs et pas uniquement prometteurs ou encourageants. Donc il y a de la place pour ces approches de manipulation de la flore, mais on sent bien qu'on n'est pas encore complètement dans le coup en protocole et en composition de ces flores qu'on substitue. Microbiote intestinal et cancer colique, je laisse le soin à Mathias de nous éclairer sur tout ça. Deux dernières diapositives pour vous donner un exemple tout de même d'une situation où manifestement cette approche de traitement microbiologique de la dysbiose a l'air de marcher et de façon spectaculaire. C'est ce qu'on appelle la colite ulcéromembraneuse à Clostridium difficile. C'est Clostridium difficile, c'est une bactérie qui exprime des toxines. Il y en a deux, c'est des TA, c'est des TB, il y en a une troisième d'ailleurs. Ces toxines ont pour rôle d'ouvrir les jonctions cellulaires, finalement de rompre la barrière épithéliale intestinale, et ça va bien entendu causer une réaction inflammatoire massive, d'où cette réponse purulente à la surface de l'épithélium et ce qu'on appelle ces pseudomembranes que vous voyez ici en endoscopie. Ces colites à Clostridium difficile, elles viennent dans un environnement très très particulier. Généralement, c'est épidémique, c'est-à-dire que la bactérie envahit un environnement hospitalier, par exemple, une unité de soins ou une maison de retraite des personnes âgées, et la plupart des individus contaminés ne vont faire aucun symptôme. Les seuls qui vont véritablement faire des symptômes, c'est ceux qui, à un moment ou à un autre, prennent un antibiotique. Et l'effet de cet antibiotique, auquel bien entendu le Clostridium difficile en question est résistant ou bien sporulé et attend caché dans un coin, l'effet de cet antibiotique, c'est d'éliminer ou de diminuer considérablement la flore, le microbiote, ce qui va permettre d'aider à Clostridium difficile d'occuper la niche et d'exprimer son pouvoir pathogène, et en particulier en se liant aux cellules épithéliales, de pouvoir sécréter ces toxines et entraîner l'inflammation. Donc il y a clairement ici une dysbiose qui est créée artificiellement par l'antibiotique qui va faciliter l'implantation d'un micro-organisme pathogène. Et clairement, s'il y a une indication sans discussion où la transplantation fécale ou le transfert de flore intestinale normale marche, c'est cette situation-là. Là, j'ai revu la littérature. Il y a pour l'instant, mais il y en a qui ça augmente de mois en mois selon les publications, plus de 200 transplantations fécales qui ont été faites dans des situations qui ne sont pas systématiques. C'est-à-dire que lorsqu'un patient fait une colite à Clostridium difficile, on le traite aux antibiotiques, en particulier à la vancomycine. Dans une grosse majorité des cas, ça guérit. Le problème, c'est qu'un pourcentage non négligeable de ces personnes vont faire des rechutes. Et en fonction de l'âge en particulier, de la fragilité de l'individu, du terrain, ces rechutes vont à chaque fois aggraver l'état de base et on peut avoir des décès liés à ces rechutes successives d'infection à Clostridium difficile. Et c'est donc ces patients-là qui vont être mis dans ces études de transplantation fécale. Et pour faire une longue histoire courte, comme disent nos collègues anglo-saxons, environ plus de 85, voire plus de 90% des patients qui ont bénéficié de cette transplantation fécale, qui en fait consiste soit à mettre un tube jusque dans le duodénum et injecter ces matériels fécals d'un individu sain,
après un lavage jéjuno-duodénal, soit éventuellement dans certains cas sous colonoscopie à déposer cette suspension de micro-organismes dans la zone la plus pathologique. Donc on a une amélioration très rapide des symptômes. Ils ont arrêté leur essai parce que l'essai était contrôlé avec des individus recevant de la vancomycine. Avec vancomycine, je sais plus, il devait y avoir 3 ou 4 patients sur 13 qui s'amélioraient. Avec, dans l'étude qui est mentionnée ici, qui est développée, avec la transplantation fécale, c'était un individu qui récidivait sur une quinzaine. Donc il n'y avait pas besoin de faire des statistiques pour savoir que ça marchait très bien. Donc cette transplantation fécale marche dans cette situation-là, et c'est presque, je dirais, une bénédiction dans cette situation de rechute de colite nécrosante à Clostridium difficile. Le problème qui se pose, on en a déjà parlé rapidement, c'est le problème de la sécurité. C'est-à-dire que dans une époque où on a vu le sida, où on a vu la vache folle, où on a vu un certain nombre de transmissions accidentelles par des produits biologiques de virus, d'agents non conventionnels, de prions, on se demande finalement, bien qu'on s'adresse à des gens en bonne santé comme donneurs, qui ont été vérifiés sur le plan virologique et tout ce que vous voulez, si la transmission ou la transplantation de matériel fécal n'est pas quand même une activité un tout petit peu risquée et dangereuse. Donc il y a une vraie discussion à l'heure actuelle sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'éthique qui se développe, qui ne vise pas à tuer l'approche qui a l'air manifestement exceptionnelle dans certaines situations cliniques et qui peut-être le deviendra dans d'autres. On a parlé de l'utilisation dans le NASH, mais on s'achemine peu à peu vers, en fond, la reconstitution ou la reconstruction artificielle de flore qui mimerait les propriétés d'une flore globale complexe, en espérant que ça marchera aussi bien, que ce sera aussi stable lorsqu'on les transplantera. Mais vu l'expérience là de la transplantation fécale, on se dit qu'on peut difficilement passer à côté du principe général qui est utilisé ici. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur cette notion de dysbiose. Peut-être le message, c'est de dire que c'est une réalité, mais que c'est une réalité évolutive en fait, et qu'au fond, le concept global ne sera véritablement complètement assuré, et peut-être l'approche thérapeutique ne sera améliorée que lorsqu'on aura véritablement développé une approche et des tests fonctionnels qui permettront de mieux caractériser les situations. Donc voilà, je m'arrête ici pour cet exercice sur la dysbiose. Si vous avez quelques questions brûlantes, je serais ravi d'y répondre. Sinon, je vous propose, comme d'habitude, de passer assez rapidement au séminaire, et puis on essaiera d'organiser une petite discussion générale, car les choses sont vraiment là très liées et très complémentaires. Merci beaucoup.